Le jour où Jasper Thatcher est entré dans la ville poussiéreuse de Millhaven, au Texas, durant l'été de 1874, il n'avait pas l'intention de tomber amoureux. Il voulait seulement acheter de la farine, reposer son cheval et repartir avant la tombée de la nuit. Mais le destin, comme c'est souvent le cas dans les vastes étendues du sud-ouest américain, avait des projets complètement différents. Millhaven n'avait pas fière allure. C'était le genre de ville construite à la hâte et sans soin, comme la plupart des colonies de pionniers. Bâtie avec du bois brut et de l'ambition, et un refus collectif d'admettre à quel point la terre était impitoyable. Il y avait un saloon avec une enseigne de travers au-dessus de la porte, un bureau de poste qui servait aussi de magasin général, une écurie qui sentait fort le cheval, le fumier et le vieux foin, un bureau du shérif avec des barreaux aux fenêtres, et une poignée de petites maisons qui bordaient l'unique route principale, comme les dents d'une mâchoire irrégulière. Le soleil tapait sur tout cela sans pitié. Il cuisait la poussière en une croûte pâle et craquelée qui se soulevait en petits nuages à chaque pas et à chaque rafale de vent venant des plaines du sud. Jasper avait 27 ans. Il était large d'épaules et mince, comme le deviennent les hommes qui passent le plus clair de leur vie dehors à faire un travail physique. Il avait les cheveux sombres qui bouclaient légèrement aux pointes quand l'humidité était forte, des yeux de la couleur d'un café fort et une mâchoire qui n'avait pas vu de vrai rasoir depuis près de 2 semaines. Il montait un hongre alezin nommé Copperhead, ce qui était un nom redoutable pour un animal en réalité assez doux et qui aimait qu'on le gratte derrière les oreilles. Jasper avait travaillé sur des convois de bétail pendant les 4 dernières années. Il déplaçait des troupeaux vers le nord, le long de la piste Chisholm, puis revenait. Il passait de longs mois à la Belle Étoile avec pour seule compagnie d'autres cow-boys et le mouvement lent et mugissant de milliers de bêtes. Il était bon dans son travail, il était fiable, honnête, ne buvait pas à l'excès et ne jouait pas l'argent qu'il n'avait pas. Les contremaîtres l'appréciaient pour cela, mais il était aussi, sous l'extérieur rude que cette vie exigeait de lui, profondément seul. D'une manière qu'il s'autorisait rarement à reconnaître, car le reconnaître n'aurait fait qu'alourdir cette solitude. Il attacha Copperhead au poteau devant le magasin général et entra pour acheter ce dont il avait besoin. Le commerçant, un homme à la poitrine large nommé M. Holt, préparait une commande au comptoir du fond. Il cria à Jasper de se servir et d'apporter ses articles quand il serait prêt. Jasper prit un sac de farine, une boîte de café, de la viande séchée et un petit sachet en papier de bonbons durs. Il les acheta sans raison claire, sauf qu'ils étaient là, qu'ils étaient rouges et qu'ils lui rappelaient quelque chose d'agréable de son enfance qu'il ne pouvait nommer. C'est en attendant au comptoir que M. Holt finisse ses comptes qu'il remarqua la robe. Elle était suspendue à un mannequin en bois près de la vitrine, à l'avant du magasin. Elle captait la lumière de fin d'après-midi d'une manière qui la rendait presque lumineuse. Elle était bleue. Pas d'un bleu pâle ou délavé, mais d'un bleu profond, riche, presque irréel. Le bleu d'un ciel clair juste après le passage d'un orage d'été, quand l'air a été lavé et que tout dans le monde semble plus éclatant qu'il n'en a le droit. La robe avait été confectionnée avec une habileté et un soin évident. Les coutures étaient droites et précises, le col était bordé d'un délicat tissu blanc, et la jupe tombait en plis souples et gracieux qui suggéraient à la fois l'aspect pratique et la beauté. Jasper n'était pas un homme qui prêtait habituellement beaucoup d'attention aux vêtements féminins. Mais il resta là à regarder cette robe un long moment, avec un sentiment qu'il ne pouvait nommer, qui montait doucement dans sa poitrine. « Quelque chose a attiré votre attention, monsieur ?» dit Holt, paraissant derrière le comptoir et remarquant la direction du regard de Jasper. « Cette robe, dit Jasper, quelqu'un l'a faite ici en ville? »« C'est Madame Pemberton qui l'a faite, dit M. Holt, en hochant la tête vers le fond du bâtiment où une porte étroite reliait le magasin général à la petite boutique de couture qui opérait dans l'espace adjacent. Elle tient la boutique de couture à côté. C'est une excellente couturière, la meilleure de 3 comtés, même si elle serait la dernière à le dire. Est-elle vendue? M. Holt lui lança un regard amusé. Elle est commandée, oui. Une femme est venue il y a environ 3 semaines et l'a commandée spécialement. Elle a payé la moitié d'avance, elle est censée venir la chercher cette semaine. Jasper regarda de nouveau la robe. Quelque chose à son sujet le tracassait d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Un sentiment presque de reconnaissance, ce qui n'avait aucun sens puisqu'il n'avait jamais vu la robe auparavant
et ne savait rien de la femme qui l'avait commandée. « Savez-vous quelque chose sur elle ?» demanda-t-il avant d'avoir pleinement décidé de poser la question. « La femme qui l'a commandée ?» Monsieur Holt cligna des yeux. « Pourquoi voulez-vous savoir des choses sur elle ?» Jasper n'avait pas de bonne réponse à cela. Il se gratta la nuque, regarda par la fenêtre la rue vide, puis de nouveau la robe et dit « Je ne sais pas. Elle a bon goût, monsieur. » Holt le regarda un instant avec l'expression mesurée d'un homme qui a vu passer beaucoup de gens dans son magasin et a appris à les lire avec une certaine précision. Puis il secoua la tête d'une manière douce et dit « Madame Pemberton en saurait plus que moi. C'est elle qui lui a parlé. » Jasper paya ses marchandises, les empila près de la porte, puis, sans pouvoir expliquer entièrement son impulsion, il franchit la porte étroite menant à la boutique de couture. La boutique était petite, chaleureuse, et sentait le tissu, l'eau de lavande et quelque chose de légèrement sucré qu'il ne pouvait identifier. Chaque surface était couverte des outils et matériaux du métier. Des bobines de fil de dizaines de couleurs, des rouleaux de tissu debout en rang comme des soldats colorés, un mannequin de couturière dans un coin drapé d'un corsage à moitié fini, une table de coupe avec des marques et des mesures gravées dans le bois par des années d'utilisation. Il y avait des gravures de mode épinglées sur un mur, des illustrations de magazines de l'Est montrant les styles actuels. Mais Madame Pemberton les avait clairement adaptées aux réalités de la vie de pionnier, où une femme devait pouvoir respirer, bouger et travailler tout en ayant l'air présentable. Madame Pemberton elle-même était assise à une machine à coudre à pédales près de la fenêtre, travaillant sur une pièce de laine brune avec des mouvements rapides et experts. C'était une petite femme d'environ 55 ans, avec des cheveux blancs soigneusement épinglés à l'arrière de sa tête et des yeux vifs et brillants derrière de petites lunettes rondes. Elle leva les yeux quand Jasper entra et le regarda avec l'évaluation calme d'une femme qui a presque tout vu et qui est surprise par très peu de choses. « Vous n'étiez pas ici pour un essayage de robe, » dit-elle agréablement. « Non, madame, » acquiesça Jasper. « J'étais à côté pour acheter des provisions et j'ai vu la robe bleue dans la vitrine. Monsieur Holt a dit que c'était votre travail. »« C'est exact, » dit madame Pemberton. Elle garda ses mains en mouvement sur le tissu, mais ne le quitta pas des yeux. « C'est une commande, elle n'est pas à vendre à quelqu'un d'autre. Donc si c'est ce que vous cherchez, je crains de ne pas pouvoir vous aider. »« Je ne cherche pas la robe, » dit Jasper. Puis il fit une pause car il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il cherchait. Debout dans cette boutique calme et chaleureuse, pleine de belles choses, il se sentit soudain grand et déplacé dans ses vêtements de piste usés et ses bottes poussiéreuses. « Je me demandais si vous pourriez me dire quelque chose sur la femme qui l'a commandée, la femme à qui elle appartient. » Madame Pemberton cessa de travailler. Elle croisa les mains sur ses genoux et le regarda directement pendant un long moment. « Pourquoi parlerais-je d'une de mes clientes à un étranger ?» dit-elle, non sans gentillesse, mais avec une nette prudence dans la voix. « Je ne sais pas, » dit Jasper honnêtement. « C'est juste que cette robe est quelque chose, et j'imagine que la femme qui l'a choisie doit être quelqu'un, elle aussi. Je ne veux aucun mal. Je suis de passage et je suppose que je suis de nature curieuse. » Madame Pemberton continua de l'étudier. Elle avait une capacité remarquable à rester immobile et silencieuse tout en évaluant quelqu'un. Jasper soutint son regard sans s'agiter, ce qui sembla jouer en sa faveur. « Vous êtes un homme à bétail, » dit-elle finalement. Ce n'était pas une question. « Oui, madame, je travaille sur les pistes. Je mène du bétail depuis mes 19 ans. Un travail décent. Un travail dur, dit-il, mais honnête. » Elle hocha lentement la tête comme si cela satisfaisait un calcul interne qu'elle était en train de faire. Puis elle leva la main, retira ses lunettes et les nettoya pensivement sur le bord de son tablier. « Elle s'appelle Clara Sawyer, » dit Madame Pemberton, et quelque chose dans l'air de la petite boutique sembla changer subtilement, bien que Jasper n'aurait pu expliquer ce qu'il voulait dire par là. Elle a 24 ans, et elle vit sur une concession à environ 12 miles au nord-est d'ici, juste après le ruisseau qu'on appelle Archer's Fork. Elle est venue seule, ce qui m'a déjà appris quelque chose sur elle, car les femmes ne parcourent généralement pas 12 miles seules pour venir en ville dans cette région sans une bonne raison et une certaine assurance. Jasper écoutait sans interrompre, légèrement appuyé contre le cadre de la porte, son chapeau tenu à deux mains. « C'est une femme grande, » continua Madame Pemberton, avec la précision tranquille de quelqu'un habitué à mesurer la forme humaine, mince mais forte.
Des cheveux bruns, assez longs, bien qu'elle les porte relevés de manière pratique, pas sophistiqués. Ses mains étaient calleuses, ce qui m'a dit qu'elle fait un vrai travail. Son visage. Madame Pemberton fit une pause et regarda par la fenêtre un instant avec une expression un peu lointaine. Son visage est du genre que l'on retient après l'avoir vu, ce qui n'est pas rien. Elle a les yeux verts. Pas un vert commun, pas de noisette, mais un vrai vert clair, comme les jeunes feuilles au printemps. Et elle a une façon de vous regarder directement quand elle parle qui vous donne l'impression qu'elle prête vraiment attention à ce que vous dites, ce qui, d'après mon expérience, est plus rare que ça ne devrait l'être. Les mains de Jasper se resserrèrent légèrement sur le bord de son chapeau, mais son visage resta impassible. Elle a choisi ce bleu elle-même, poursuivit Madame Pemberton. Je lui ai proposé une demi-douzaine de tissus et elle est allée directement à celui-là sans hésiter. Je lui ai demandé si elle était sûre, car cette teinte est audacieuse, tout le monde ne peut pas la porter. Elle l'a regardé un instant, puis a dit « Oui, c'est celui-là. » Elle avait raison, pour information. Il lui ira très bien. Jasper resta silencieux un moment. Puis il dit « A-t-elle de la famille sur cette concession? » Elle a dit qu'elle était seule, dit Madame Pemberton, et elle le surveilla attentivement en le disant. Son mari est mort il y a 2 ans, de la fièvre, dit-elle. Elle travaille la terre elle-même depuis lors. Il y eut un bref silence où le seul son était le vent pressant légèrement contre la vitre de la boutique. Ce n'est pas une femme qui a besoin d'être secourue, si c'est ce que vous pensez, ajouta Madame Pemberton, avec une fermeté qui n'était pas méchante. Elle a été parfaitement claire sur qui elle était et ce qu'elle voulait. Elle n'a pas dit un mot sur la solitude ou le besoin. Elle est entrée, elle a commandé une robe, elle a payé la moitié du prix en pièces qu'elle avait gagné elle-même et elle est rentrée chez elle. Mais elle m'a dit une chose. Qu'est-ce que c'était? Elle a dit qu'elle l'avait commandé parce qu'elle voulait quelque chose de beau. Dit doucement Madame Pemberton. Pas pour une occasion, pas pour un but particulier. Juste parce qu'elle avait travaillé très dur pendant 2 ans, qu'elle ne s'était rien permis de beau et qu'elle pensait qu'il était peut-être temps. Jasper resta un moment avec cette pensée. Il regarda la robe bleue à travers la porte communicante, visible de là où il se tenait dans la douce lumière de l'après-midi. Il sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose de sincère, de calme et d'une puissance inattendue. Elle a l'air d'être une femme remarquable, dit-il. Elle l'est, dit simplement Madame Pemberton. Alors, quoi que vous envisagiez, vous devriez y réfléchir attentivement. Jasper la remercia. Il repassa par la porte et ramassa ses provisions là où il les avait laissées près de l'entrée. Il les mit dans ses sacoches et resta un moment à côté de Copperhead, dans la rue vide, la main posée sur l'encolure du cheval. Le soleil descendait lentement vers l'horizon à l'ouest, peignant le ciel de teintes ambrées et rose foncé. Il n'avait aucune raison de parcourir 12 miles vers le nord-est. Il n'avait aucun droit de se présenter sans y être invité à la concession d'une veuve, un étranger venu de la piste. Il avait de la farine, du café, de la viande séchée et un sachet de bonbons rouges durs et un cheval qui avait besoin de repos. Il resta là un long moment à réfléchir. Puis il serra les sacoches, se hissa en selle et tourna la tête de Copperhead vers le nord-est. Il se dit qu'il était juste curieux, qu'il irait voir le pays par là-bas et qu'il ferait peut-être demi-tour avant d'approcher d'Archer's Fork. Il se dit tout cela avec une grande conviction, tandis que Copperhead avançait d'un pas régulier dans la chaleur de l'après-midi, suivant la route qui sortait de Millhaven et menait vers les terres ouvertes au-delà. Là où l'herbe poussait en longues vagues pâles, où le ciel était immense et où le vent se déplaçait à travers tout comme une lente respiration vivante. La terre au nord-est de Millhaven était belle, de la manière dont la région des collines du Texas peut être belle quand on la regarde bien. Pas douce ni facile, mais vaste, claire et honnête, avec de longues vues dans toutes les directions et la ligne sombre, occasionnelle d'arbres, marquant le cours d'un point d'eau en contrebas. La lumière de fin d'après-midi s'étendait sur l'herbe comme quelque chose de chaud et de doré. L'air sentait la poussière, la sauge sauvage et la faible odeur verte du ruisseau qu'il pouvait entendre avant de le voir. Il traversa Archer's Fork à un endroit peu profond où l'eau coulait claire sur du calcaire plat. Copperhead butt pendant que Jasper regardait le paysage devant lui. Environ 1 mile plus loin, adossé à une petite colline qui coupait le vent du nord, il pouvait voir une petite concession.
Une maison construite en blocs de calcaire, une grange aux toits rapiécés, un potager, un enclos avec 2 chevaux et un moulin à vent qui tournait lentement dans la brise du soir. De la fumée s'élevait de la cheminée en une fine ligne droite. Il resta sur son cheval au bord du ruisseau et regarda la concession pendant un long moment. Il pensait à ce que Mme Pemberton avait dit, à propos d'une femme qui avait travaillé seule pendant 2 ans et ne s'était rien permis de beau. À propos d'yeux verts, de mains calleuses et de la façon dont une personne pouvait choisir une robe. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle avait décidé qu'elle méritait quelque chose de joli. Il pensait aussi au fait qu'il avait parcouru 12 miles sur la foi d'une robe et d'une description, et que lorsqu'il arriverait à cette maison, la femme à l'intérieur serait tout à fait dans son droit de le chasser avec un fusil. Un fusil qu'elle possédait presque certainement et savait probablement utiliser. Il avança quand même. Il y avait une barrière à l'entrée de la propriété, une simple affaire de rails en bois tendu de fil de fer. Il descendit de cheval, l'ouvrit, fit passer Copperhead et la referma derrière lui. Car un homme qui laissait les barrières ouvertes à un pays de bétail n'était pas un homme digne d'intérêt. Il remonta en selle et fit avancer le cheval lentement vers la maison, en restant bien en vue, sans se presser. Il avait suffisamment chevauché à travers des terres habitées pour savoir qu'on approchait une concession ouvertement et sans surprise, et qu'on appelait quand on était encore à une certaine distance, car les gens dans les territoires frontaliers se méfiaient des étrangers pour de très bonnes raisons. « Ohé, la maison !» cria-t-il alors qu'il était à environ 50 yards. Il y eut une pause. Puis la porte de la maison s'ouvrit et une femme apparut sur le porche étroit. Elle tenait un fusil de chasse à 2 mains, non pas levé, mais tenu dans un état de préparation évident. Il comprit immédiatement qu'elle n'était ni effrayée ni négligente. Elle était exactement ce que Mme Pemberton avait décrit. Grande, mince et d'apparence forte, avec des cheveux bruns relevés sur la nuque. Elle portait une simple robe de travail, pratique et usée. Et même à 50 yards, Jasper pouvait voir que ses yeux étaient extraordinaires. « N'approchez pas plus, dit-elle. Sa voix était claire et ferme. « Qui êtes-vous et que voulez-vous? » « Je m'appelle Jasper Thatcher, dit-il, restant sur son cheval, gardant ses mains visibles. Je suis un homme à bétail de passage à Millhaven. Je suis allé au magasin général aujourd'hui, j'ai vu une robe bleue suspendue dans la vitrine, et j'ai posé des questions à la couturière à son sujet. Elle m'a parlé de vous. » Il y eut un silence qui s'étira dans l'air chaud du soir entre eux. Clara Sawyer ne baissa pas le fusil, mais elle pencha légèrement la tête d'une manière qui suggérait qu'elle écoutait. « Madame Pemberton a parlé de moi à un étranger, dit-elle, et il y avait quelque chose dans sa voix qui était plus surpris qu'alarmé. « Oui, dit Jasper. Elle a été prudente, elle voulait savoir que je n'étais pas un mauvais type avant de dire un mot. Je pense qu'elle m'a jaugé assez minutieusement. Une autre pause. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? » « Que vous êtes une veuve qui travaille seule sur une concession, dit-il, que vous avez bon goût pour la couleur et que vous avez commandé une robe non pas parce que vous aviez un endroit où aller, mais parce que vous avez décidé que vous aviez mérité quelque chose de beau. » Le fusil ne vacilla pas, mais quelque chose dans l'expression de Clara changea de manière infime. Un arrangement soigné de traits qui avait été réglé sur la neutralité bougea légèrement dans une direction qu'il ne pouvait pas tout à fait lire à cette distance. « Et cela vous a fait parcourir 12 miles, dit-elle. « Oui, madame. C'est une chose étrange à faire. »« Oui, madame, acquiesça-t-il. J'en suis conscient. » Clara se tenait sur son porche et le regarda pendant un long moment. Le moulin à vent tournait, les oiseaux du soir commencèrent à chanter dans les arbres près du ruisseau. Copperhead se tenait absolument immobile, comme le font les chevaux bien dressés lorsque leur cavalier est tendu et attentif. « Descendez de votre cheval, dit finalement Clara. Je ne parlerai pas à un homme vers qui je dois lever les yeux, mais restez où vous êtes jusqu'à ce que je dise le contraire. » Il descendit de cheval. Il passa les rênes de Copperhead sur le poteau de la clôture au bord de la cour et attendit, son chapeau à la main, bien en vue dans la cour ouverte. Clara descendit du porche. Elle baissa le fusil, mais ne le posa pas. Il nota avec une sorte d'admiration qu'elle le maniait avec aisance, comme une personne manie un outil auquel elle est habituée depuis longtemps. Elle traversa la cour vers lui d'un pas calme et régulier. En se rapprochant, il put voir que tout ce que Mme Pemberton avait dit était exact et aussi insuffisant.
Car Clara Sawyer n'était pas simplement une femme frappante ou mémorable, comme l'avait décrite la couturière. Elle était le genre de personne qui semblait d'être pleinement, simplement présente en elle-même, sans artifice ni performance. Et cette qualité, pensa Jasper, était bien plus rare que des yeux verts ou une belle ossature. Elle s'arrêta à environ 10 pieds de lui et le regarda directement, exactement comme Madame Pemberton l'avait mentionné. Jasper Thatcher, dit-elle, comme pour tester le nom et voir s'il tenait la route. Oui, madame. Vous pouvez arrêter de dire oui, madame. Je ne suis pas votre institutrice. Quelque chose bougea dans sa poitrine qui aurait pu être le début d'un sourire. D'accord. Elle l'étudia un instant de plus. Qu'aviez-vous l'intention de faire en arrivant ici? Vous deviez bien avoir une idée. Il fut honnête avec elle. Je n'avais pas vraiment de plan, dit-il. J'avais juste le sentiment que je devais venir. Je ne peux pas l'expliquer mieux que ça. Ce n'est pas une grande explication. Non, acquiesça-t-il. Ce n'est pas le cas. Clara le regarda un autre moment, puis elle regarda Copperhead et dit « Votre cheval a besoin d'eau. Allez-y. Amenez-le à l'abreuvoir près de la grange. Vous pouvez le mettre dans l'enclos si vous voulez. Mes chevaux ne seront pas dérangés par la compagnie. » Ce n'était pas exactement un accueil chaleureux, mais ce n'était pas non plus un renvoi, et Jasper l'accepta pour ce que c'était. Il abreuva Copperhead et l'installa dans l'enclos avec ses 2 chevaux, une jument baie et un hongre gris trapu, qui regardèrent le nouveau venu avec une légère curiosité. Puis il retourna dans la cour et constata que Clara avait posé le fusil contre la balustrade du porche et se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine. « J'ai le souper sur le feu, dit-elle. Ce sont des haricots et du pain de maïs, et il y en a assez pour 2 si vous avez de meilleures manières que certains des hommes de piste que j'ai rencontrés. » « J'ai des manières raisonnables, dit-il. « Nous verrons, dit Clara, et elle rentra. Il s'assit à une simple table en bois dans une cuisine scrupuleusement propre et organisée avec l'efficacité de quelqu'un qui avait appris à tout faire soi-même. Les murs étaient en calcaire, frais même en été, et la fenêtre au-dessus de la table laissait entrer la dernière lumière du soir. Des herbes séchaient, suspendues au chevron, et une étagère de conserve était alignée en bocaux bien rangés. Et sur une petite table d'appoint près de la fenêtre, il y avait un livre, un exemplaire usé de Middlemarch de George Eliot, avec un ruban marquant la page du lecteur environ aux 2/3 du livre. Jasper remarqua le livre, puis le ruban marquant la page, et pensa qu'une femme qui avait lu les 2/3 de Middlemarch seule sur une concession de pionnier était un certain type de personne. Et il pensa qu'il aimait beaucoup ce type de personne. Clara posa la nourriture sur la table, s'assit en face de lui et ils mangèrent. Au début, aucun d'eux ne dit grand-chose car le silence n'était pas inconfortable. C'était le silence de 2 personnes qui se jaugeaient avec attention et soin. Elle lui demanda d'où il venait à l'origine et il lui dit du Kansas, une petite ville agricole qui n'existait plus car elle s'était asséchée et avait été emportée par le vent lors d'un mauvais été quand il avait 16 ans. Sa famille s'était dispersée et il était allé travailler dans les ranchs parce que c'était ce qu'il savait faire. Il lui demanda d'où elle venait et elle lui dit du Missouri, où sa famille avait une ferme et où elle avait épousé Edward Sawyer à l'âge de 21 ans. Elle l'avait suivi vers l'ouest, au Texas, quand il était convaincu que la terre ici leur réservait un avenir, et elle leur avait réservé un avenir, mais pas celui qu'ils avaient imaginé. Car Edward était mort depuis 2 ans, emporté par la fièvre typhoïde durant l'été de 1872. Et Clara avait décidé de rester sur la concession parce qu'elle avait déjà défriché la terre, planté le jardin et constitué le troupeau. Elle n'allait pas abandonner 2 ans de son propre travail juste parce que les choses étaient devenues plus difficiles. Elle dit tout cela simplement, sans apitoiement, sur le ton factuel de quelqu'un rapportant des faits avec lesquels il a fait la paix depuis longtemps. Jasper écouta attentivement et n'offrit pas de condoléances de la manière creuse que les gens ont parfois, ce qu'il pensa qu'elle apprécierait probablement. Après le souper, elle fit du café, du vrai café, qui avait un goût remarquable après des semaines de celui de la piste, et ils s'assirent sur le porche dans la dernière lumière du soir, tandis que les lucioles apparaissaient dans l'herbe près du ruisseau. Le ciel s'assombrit lentement à travers toutes les nuances de bleu, jusqu'à atteindre le noir profond et véritable d'une nuit de campagne claire et pleine d'étoiles. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit Clara à un moment donné, lorsque la nuit fut complètement tombée. « À quoi vous attendiez-vous? » À un fauteur de troubles, principalement.
Les hommes qui viennent sans y être invités à la concession d'une femme cherchent généralement quelque chose, la terre ou autre chose. Je ne cherche rien que vous ne choisissiez de donner, dit-il. Je le dis simplement et sans condition. Elle resta silencieuse un moment, regardant les étoiles. Je vous crois, dit-elle finalement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le cas. Madame Pemberton a dit que vous regardiez les gens directement quand vous leur parlez, dit-il. Je pense que c'est pour ça, on peut le dire. Clara lui jeta un coup d'œil avec une petite expression de surprise. Elle lui a dit ça de moi? Elle lui a dit que c'était plus rare que ça ne devrait l'être. Clara sourit alors, pour la première fois un vrai sourire, pas la chose prudente et gardée qu'elle s'était autorisée jusqu'à présent. Et cela changea complètement son visage. L'ouvrit comme une fenêtre grande ouverte pour laisser entrer l'air du matin. Et Jasper sentit son cœur faire quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Il dormit cette nuit-là dans la grange, sur un tas de paille propre que Clara lui indiqua d'un signe de tête. Elle l'informa qu'il y avait une couverture sur le clou près de la porte s'il en avait besoin. Il resta allongé dans l'obscurité chaude de la grange, écoutant la respiration des chevaux et les coyotes qui appelaient au loin. Il fixa les planches brutes du toit de la grange et se demanda ce qui lui arrivait exactement. Était-ce merveilleux ou complètement insensé? Il conclut que c'était presque certainement les deux. Il se réveilla avant l'aube, alla au ruisseau pour se laver et revint trouver Clara déjà dans la cuisine, en train d'allumer le feu pour le repas du matin. Il lui demanda s'il pouvait aider et elle le mit au travail à fendre du bois, car le tas à côté de la maison diminuait. Il fendit du bois pendant 1 heure dans la lumière du petit matin, pendant qu'elle cuisinait. Et ce fut l'heure la plus agréable qu'il ait passée depuis très longtemps. Il prit de nouveau le petit déjeuner à sa table, puis il l'aida avec les corvées du matin. Il nourrit les poules et les 2 chèvres laitières qu'elle gardait dans un petit enclos à côté de la grange. Il transporta de l'eau du ruisseau au potager, car le moulin à vent alimentait l'abreuvoir du bétail, mais pas le jardin. Ils travaillèrent côte à côte sans beaucoup de conversation, mais avec un confort et une aisance entre eux qui semblaient remarquables, étant donné qu'ils se connaissaient depuis moins d'1 jour. En milieu de matinée, une fois les corvées terminées, Clara vint s'asseoir sur la clôture à côté de l'enclos. Elle regarda Copperhead brouter avec ses chevaux et dit « Combien de temps comptiez-vous rester? » « Je n'ai pas de plan exact, dit-il. Je ne suis pas sur un convoi en ce moment. Mon dernier s'est terminé il y a 3 semaines et le prochain ne part pas avant l'automne. J'ai un peu erré. Erré, dit-elle avec une inflexion pensive qui n'était pas tout à fait une critique, mais qui n'était pas non plus l'inverse. Je sais ce que ça suggère, dit-il. Ça suggère la solitude, dit-elle, et qu'elle le dit sans aucune dureté, juste comme une observation, comme elle disait la plupart des choses. C'est le cas, dit-il. Ça l'a été. Elle resta silencieuse un moment, observant les chevaux, puis elle dit « J'ai une clôture sur le pâturage nord que je dois réparer depuis 2 mois, et je n'ai pas eu le temps. Si vous devez être ici de toute façon, j'aurai bien besoin d'aide. » Il la regarda. « Vous m'offrez du travail. » « Je vous offre quelque chose d'utile à faire de votre temps, dit-elle. Je ne suis pas obligé de vous nourrir toute la semaine si vous restez là à regarder le ciel. » Il rit à cela, un vrai rire qui le surprit par sa propre aisance. Clara le regarda avec un léger écarquillement des yeux, comme si son rire l'avait surprise aussi. « D'accord, dit-il, je vais réparer votre clôture. » Il répara la clôture. Cela prit 3 jours car le pâturage nord était assez loin de la maison et les dégâts étaient plus importants que ce que Clara avait laissé entendre. Et pendant qu'il y travaillait, il se surprit à accomplir la tâche avec un soin et une minutie qui tenaient plus à la femme qui possédait la terre qu'à un quelconque instinct professionnel. Il remplaça les poteaux pourris, resserra le fil de fer, vérifia chaque rail et rentra chaque soir fatigué et satisfait du travail. D'une manière que la conduite de bétail, malgré ses satisfactions, n'avait jamais tout à fait produite en lui. Et il comprit vaguement que la différence tenait au fait d'appartenir à un endroit, ce qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Chaque soir, Clara et lui s'asseyaient sur le porche après le souper et parlaient. Ils parlaient de tout et de rien, de la manière simple et sans détour qui se développe parfois entre des personnes qui ont toutes deux passé du temps seules et ont depuis longtemps dépassé le stade de la performance en société. Elle lui parla de sa famille dans le Missouri, de ses parents,
et de ses deux frères aînés qui étaient restés sur la terre familiale. Il lui parla des convois de bétail, de la qualité particulière de la lumière sur les plaines du Texas au crépuscule, des étoiles vues depuis un sac de couchage en pleine nature. Elle lui parla de la concession, des 2 années de travail solitaire et de petites victoires, et des moments de quasi-désespoir qu'elle avait surmontés en faisant la chose suivante, puis la suivante après cela. Il lui parla de la solitude de la vie sur la piste et de la façon dont il était conscient depuis un certain temps qu'il traversait sa vie sans y être vraiment présent. Allant de convoi en convoi sans rien de fixe, sans racines. La troisième nuit, quand la clôture fut terminée, que les étoiles étaient sorties et que l'air s'était rafraîchi pour atteindre la température agréable que la région des collines du Texas pouvait produire un soir d'été, Clara dit: Je suis allé à Millhaven pour commander cette robe parce que j'ai réalisé que j'avais passé 2 ans à croire que toute chose belle était quelque chose que je ne méritais pas encore, que je devais regagner le droit de vouloir quelque chose pour moi-même. Jasper était très immobile à côté d'elle. Je l'ai commandé, je suis rentré chez moi et je me suis senti mieux, dit-elle, comme si j'avais pris une sorte de décision sur le genre de vie que j'allais me permettre d'avoir. Quel genre de vie est-ce? Demanda-t-il. Elle resta silencieuse un moment, levant les yeux vers les étoiles. Puis elle se tourna et le regarda directement, de cette manière qui était la sienne, et dit: Une vie où il y aurait autre chose que le travail. Les mots tombèrent dans le silence entre eux comme une pierre dans une eau calme. Les ondulations se propagèrent dans l'air chaud de la nuit. Jasper la regarda à son tour sous la lumière des étoiles et sentit quelque chose en lui se stabiliser, comme l'aiguille d'une boussole qui trouve le vrai nord. Pas un mouvement spectaculaire, mais un mouvement calme, certain, irréversible. Je pense, dit-il prudemment, que ce serait un très beau genre de vie. Elle soutint son regard un instant, puis elle leva de nouveau les yeux vers les étoiles. Mais le souriait, et aucun d'eux ne dit rien d'autre pendant un moment. Mais le silence avait une qualité différente d'avant, plus plein en quelque sorte, et plus chaleureux. Il ne partit pas le lendemain matin. Il n'y eut aucune discussion à ce sujet, aucune négociation. Clara lui demanda simplement au petit déjeuner s'il avait regardé la clôture du potager comme elle l'avait mentionné. Il dit que non, et elle dit qu'elle supposait qu'il ferait mieux de le faire. Et ce fut tout. La clôture du potager prit 2 jours. Au moment où elle fut terminée, Jasper Thatcher était sur la concession de Clara Sawyer depuis près d'une semaine, et aucun d'eux ne prétendait plus qu'il ne s'agissait que de clôture. Le 7e jour, Clara se rendit à Millhaven pour récupérer la robe bleue. Elle n'avait pas demandé à Jasper de venir, mais quand elle amena sa jument devant la maison, elle le trouva déjà en selle sur Copperhead. Elle le regarda un moment, avec une expression soigneusement neutre, à l'exception de la petite lueur dans ses yeux verts. « Je pensais que vous voudriez de la compagnie pour la route, dit-il. 12 miles, ce n'est pas une grande distance, dit-elle. Non, acquiesça-t-il, mais c'est plus agréable avec quelqu'un à qui parler. Clara le regarda un instant, puis elle fit claquer sa langue à sa jument, s'engagea sur le chemin, et il se mit à ses côtés. Ils chevauchèrent ensemble vers Millhaven dans la lumière du matin, à travers l'herbe pâle, la sauge et les chênes verts, parlant facilement de tout ce qu'ils croisaient. Le visage de Madame Pemberton, quand ils franchirent sa porte ensemble, fut un petit chef-d'œuvre de surprise contenue. Elle n'avait clairement pas anticipé que sa description soignée produirait des résultats aussi immédiats et concrets. Elle regarda de Clara à Jasper, puis de nouveau à Clara, avec les yeux vifs et attentifs d'une femme faisant de rapides calculs internes. « Eh bien, dit-elle simplement. « Bonjour, Madame Pemberton, dit Clara. Je suis venue pour la robe. »« Je vois ça, dit Madame Pemberton. »« Et vous avez amené Jasper Thatcher, dit Clara. Il m'a mentionné que vous aviez parlé tous les deux. »« En effet, dit Madame Pemberton, regardant Jasper avec un léger haussement de sourcils qui communiquait plusieurs choses à la fois, y compris quelque chose qui aurait pu être de l'approbation. Elle alla au fond de la boutique et sortit la robe bleue, soigneusement enveloppée dans un morceau de mousseline, et la posa sur le comptoir. Clara la déballa avec un soin presque révérencieux. Quand la robe fut entièrement découverte à la lumière de la vitrine, elle resta là à la regarder un long moment sans parler. Jasper se tenait sur le côté et la regardait la contempler. Il pensa que Madame Pemberton avait eu entièrement raison. La couleur était faite pour elle, comme si le bleu particulier de ce tissu
avait toujours attendu la qualité particulière de sa présence pour lui donner sa pleine signification. « Elle est parfaite, dit doucement Clara. « Elle l'est, acquiesça Madame Pemberton, avec une satisfaction professionnelle tranquille. Puis elle jeta un coup d'œil à Jasper et dit avec le calme serein d'une femme qui sait parfaitement ce qu'elle fait. « J'espère que le trajet en valait la peine, Monsieur Thatcher. » Clara le regarda alors, et il la regarda. La couleur de ses joues s'intensifia légèrement. Elle enveloppa la robe avec une grande application et paya à Madame Pemberton le solde restant sans un mot de plus sur le sujet, bien que le coin de sa bouche fît quelque chose qui suggérait qu'elle réprimait un sourire. Ils retournèrent à la concession dans la chaleur de midi, la robe enveloppée et soigneusement rangée dans la sacoche de Clara. Quelque part en chemin, sans qu'aucune décision particulière ne soit prise, leurs chevaux se rapprochèrent sur la piste jusqu'à ce qu'ils chevauchent côte à côte avec à peine un pied d'espace entre eux. « C'est une entremetteuse, cette femme, » dit Clara après qu'ils eurent chevauché un certain temps dans un silence confortable. « Je pense que c'est une observatrice, » dit Jasper. « Elle a vu quelque chose en vous quand vous êtes venu commander cette robe, quelque chose qu'elle a jugé digne d'être décrit à la bonne personne. » Clara réfléchit à cela. « Et vous pensez que vous êtes la bonne personne? » Jasper la regarda fixement. « Je pense que j'aimerais l'être, dit-il, si vous le permettez. » Clara resta silencieuse un moment, regardant la piste devant elle. Le vent passa dans l'herbe et fit bouger légèrement ses cheveux sur les côtés de son visage, là où ils s'étaient détachés des épingles. « J'ai été seule pendant 2 ans, dit-elle, et avant ça, j'ai été avec un homme pendant 3 ans qui était bon et gentil. Je l'aimais et il est mort. Et ce fut la chose la plus difficile que j'ai jamais vécue. Je ne suis pas négligente avec ce que je laisse entrer dans ma vie. Je ne voudrais pas que vous le soyez, dit Jasper. Je ne vous connais pas, dit-elle. Pas vraiment, pas encore. Non, acquiesça-t-il, mais nous pourrions y remédier. Il faudrait que vous restiez, dit-elle. Il y avait quelque chose dans sa voix qui était à la fois factuel et très calme, simultanément pratique et vulnérable. Comme le son d'une personne qui dit quelque chose qu'elle pense et qui est consciente du risque que cela comporte. « Je sais, dit-il. Vous êtes un homme de piste. Vous avez dit vous-même que vous êtes en mouvement depuis 8 ans sur l'armée américaine. »« C'est vrai, dit-il, Tom. Et je vous dirais honnêtement que je ne peux pas affirmer avec certitude qu'un homme qui a bougé pendant 8 ans puisse être une attache fiable où que ce soit. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais ressenti pour aucun endroit ce que je ressens pour votre Porsche au coucher du soleil. Et je n'ai jamais ressenti pour aucune personne ce que je ressens en étant assis à une table en face de vous. Et je pense que ces sentiments valent quelque chose. Je pense qu'ils valent la peine d'essayer. » La concession apparut devant eux. La maison en pierre, la grange, le moulin à vent et le potager avec ses nouveaux poteaux de clôture brillants sous le soleil de midi. Clara la regarda un moment, puis elle regarda Jasper. Quelque chose dans son expression s'ouvrit d'une manière qui ressemblait beaucoup à son sourire de la première nuit, large, sans défense et entièrement réel. « Je suppose que nous verrons, » dit-elle. Ce qui, de la part de Clara Sawyer, Jasper commençait à apprendre, était très proche d'un oui. L'été s'intensifia autour d'eux alors que juillet laissait place à août. Jasper écrivit une lettre à l'équipe avec laquelle il avait chevauché, informant le contremaître qu'il ne participerait pas au convoi d'automne. C'était la première fois en 4 ans qu'il refusait un convoi. Il n'était pas tout à fait sûr de ce que cela signifiait pour son avenir, mais il constata qu'il n'était pas aussi effrayé par l'incertitude qu'il s'y serait attendu. Il y avait trop de travail à la concession pour passer du temps à avoir peur. Il répara l'abreuvoir qui fuyait depuis le printemps. Il remplaça la section pourrie du toit de la grange. Il aida Clara à faire le foin pour l'hiver dans le Pré-Nord, travaillant à ses côtés pendant 2 longues journées de dur labeur sous la chaleur d'hôte. Ils trouvèrent un rythme naturel qui semblait ancien et juste, comme des gens qui ont travaillé dur la terre ensemble pendant longtemps et se déplacent l'un autour de l'autre sans se heurter. Le soir, il lisait. Clara terminait enfin Middlemarch et lui lisait parfois à voix haute des passages qu'elle aimait particulièrement. Jasper, lui, avait une copie du Texas State Gazette du mois précédent qu'il avait trouvé au magasin général de Millhaven. Il le lisait attentivement avant de l'utiliser pour allumer des feux. Il parlait de leur lecture. Clara avait des opinions claires, réfléchies et parfois surprenantes,
et elle les exprimait sans détour ni demande de permission, ce qu'il admirait énormément. Il avait ses propres opinions et les exprimait aussi. Parfois, ils n'étaient pas d'accord, et les désaccords étaient intéressants plutôt que nuisibles, car tous deux avaient l'habitude de penser par eux-mêmes et respectaient la même qualité chez l'autre. Un soir, à la fin du mois d'août, Clara mit la robe bleue. Elle ne l'avait pas encore portée. Elle était restée accrochée au clou à l'intérieur de la porte de sa chambre depuis qu'elle l'avait ramenée. Parfois, il l'avait remarquée là, à travers la porte ouverte, avec cette même qualité lumineuse et irréelle qu'elle avait dans la vitrine de Madame Pemberton. Elle la porta ce soir-là sans l'annoncer, sortant simplement de la maison sur le porche où Jasper était assis dans la dernière lumière. Il leva les yeux en entendant la porte et se leva sans réfléchir, car c'était un réflexe produit par sa vue. Elle se tenait sur le porche dans la robe bleue, dans la lumière du soir. Elle le regarda de ce regard direct et sans défense et dit « Alors, qu'en penses-tu » Il pensa à beaucoup de choses. Il pensa que Madame Pemberton était une femme remarquablement perspicace qui avait compris quelque chose de la nature essentielle de cette personne avant même qu'elle et Jasper ne se soient parlé. Il pensa que la robe, il s'éclaircit la gorge, était extraordinaire et que la femme qui la portait l'était encore plus. Il pensa qu'il avait parcouru 12 miles sur une intuition et que cette intuition avait été l'instinct le plus vrai et le mieux dirigé qu'il ait jamais suivi dans sa vie. « Je pense, dit-il prudemment, que tu as eu raison de la commander. » Clara pencha légèrement la tête. « C'est une chose sûre à dire. »« D'accord, dit-il. Je pense que tu es la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée, et je pense que je ne cesserai pas de le penser, et je pense que tu devrais le savoir. » La lumière du soir était dorée et rose, le vent passait dans l'herbe, et quelque part près du ruisseau, un oiseau moqueur parcourait son répertoire. Et Clara Sawyer se tenait sur son porche dans une robe bleue et regardait Jasper Thatcher avec les yeux verts clairs et directs que Madame Pemberton avait décrits si précisément. Après un moment, elle marcha vers l'endroit où il se tenait et posa sa main sur son visage, très doucement, dans un geste qui était à la fois question et réponse. Il couvrit sa main de la sienne. Ils restèrent ainsi un moment dans la soirée chaude, puis elle appuya son front contre son épaule et il passa son bras autour d'elle. Ils se tinrent sur le porche tandis que la lumière s'estompait et que les étoiles apparaissaient une par une au-dessus de la région des collines du Texas. Et aucun d'eux ne ressentit le besoin de dire quoi que ce soit d'autre, car certaines choses se communiquent mieux sans mots. Septembre arriva, et avec lui la première suggestion d'automne dans les soirées. Une fraîcheur dans l'air après le coucher du soleil qui rendait les étoiles plus nettes et plus propres, et le feu à l'intérieur de la maison semblait plus nécessaire et bienvenu. Jasper était à ce stade devenu une présence établie sur la concession. La terre elle-même semblait l'avoir accepté, comme la terre accepte parfois une personne qui la travaille honnêtement et prête attention à ses besoins. Il était retourné à Millhaven 2 fois depuis son installation sur la concession. Une fois pour des provisions et une fois pour parler avec M. Holt d'une affaire d'une certaine délicatesse juridique. Millhaven avait un bureau des terres et Jasper avait appris de M. Holt qu'il y avait un terrain adjacent à la concession de Clara. Une section d'environ 300 acres qui longeait la limite et de sa propriété et était inoccupée depuis que son premier demandeur l'avait abandonné 2 ans auparavant et était parti vers l'est. Le terrain était disponible pour un dépôt de demande en vertu de la loi sur les concessions de 1862 qui permettait à un citoyen de réclamer jusqu'à 160 acres de terre publique inoccupée en déposant une demande et en l'améliorant sur 5 ans. Bien que les spécificités des terres disponibles au Texas fussent un peu plus compliquées en raison de la politique foncière unique de l'État. Jasper avait passé une heure sérieuse avec l'agent foncier au bureau du comté. Un homme mince et précis nommé M. Graves, qui lui avait exposé les détails avec soin et lui avait dit que la section adjacente était en fait disponible sous le dépôt de demande approprié de l'État. Il n'en avait pas encore parlé à Clara. Il réfléchissait à la manière de le faire sans présomption, car il était conscient que ce qu'il envisageait était important et que cela nécessitait son accord, pas seulement sa tolérance. Il lui en parla un dimanche matin, la 2e semaine de septembre, alors qu'ils étaient assis à la table de la cuisine avec du café et les restes du petit déjeuner entre eux, et que la lumière du matin entrait par la fenêtre. « Je suis allé au bureau des terres à Millhaven, dit-il. Il y a une section de 300 acres adjacente à ton pâturage et qui est disponible pour un dépôt de demande.
J'ai regardé la limite hier depuis la crête, et elle va jusqu'au coude du ruisseau. Clara posa sa tasse de café avec précaution. Elle le regardait. J'ai parlé avec M. Graves du processus de dépôt, dit-il. C'est compliqué, mais c'est possible. La terre est bonne pour le pâturage, et avec ton pâturage nord et cette section combinée, tu aurais assez de terrain pour gérer une véritable exploitation bovine plutôt que de garder seulement quelques bêtes. Tu pourrais faire quelque chose de réel ici. Jasper, dit-elle. Je sais que c'est présomptueux, dit-il. Je le sais. Je n'essaie pas de m'immiscer dans quelque chose qui n'est pas à moi. C'est juste que j'ai réfléchi à la Terre et à ce qu'elle pourrait être, et au fait de rester, à savoir si tu voudrais que je reste de manière permanente, parce que je le ferais si tu voulais de moi. Mais je voulais le dire clairement avant de faire quoi que ce soit d'officiel, que c'est ta terre et ta vie, et la décision t'appartient. Claire resta silencieuse un long moment. Elle regarda sa tasse de café, puis par la fenêtre, puis de nouveau vers lui. Tu es allé au bureau des terres, dit-elle lentement, pour savoir comment déposer une demande sur des terres à côté des miennes. Oui, pour que tu puisses construire quelque chose ici, à côté de moi. Oui. Et tu me dis ça avant de faire quoi que ce soit, parce que tu voulais savoir ce que j'en pensais. Oui, elle se tut de nouveau. La lumière du matin se déplaçait sur la table entre eux. Edward prenait des décisions, dit-elle enfin, et m'en parlait après. Pas par méchanceté, ce n'était pas un homme mauvais. Il croyait simplement savoir ce qui était le mieux et que m'en informer était une formalité. Ça me rendait absolument folle. Jasper ne dit rien. Tu es venu me voir en premier, dit-elle. Bien sûr, dit-il, comme s'il ne lui était jamais venu à l'esprit de faire autrement. Claire le regarda longuement avec cette attention prudente et directe qui était la sienne, lisant en lui quelque chose qu'il espérait être vrai, bon et digne d'être lu. Puis elle dit, « Dépose la demande. » Il la regarda. « Dépose la demande, dit-elle de nouveau. Elle prit son café et le but avec le calme d'une femme qui a pris une décision et est en paix avec elle. Et elle souriait dans sa tasse. Jasper déposa la demande le jeudi suivant. Il se rendit à Millhaven, remplit les documents nécessaires au bureau foncier du comté, sous la supervision attentive de M. Graves, et paya les frais de dépôt avec l'argent qu'il avait économisé pendant 4 ans de conduite de bétail et qu'il n'avait soigneusement pas dépensé. Il s'arrêta voir Mme Pemberton en revenant, car cela semblait juste. Elle était à sa machine à coudre, comme la première fois qu'il avait franchi sa porte. Elle leva les yeux vers lui par-dessus ses lunettes et ne dit rien, attendant simplement. « Je voulais que vous sachiez que ça a marché, dit-il. Votre description. » Le visage de Mme Pemberton fit quelque chose de complexe et de chaleureux. « C'est une bonne personne, dit-elle. La meilleure que j'ai jamais connue, dit-il. » Mme Pemberton hocha la tête une fois et se retourna vers sa couture, ce qui était clairement sa manière d'indiquer que l'affaire était réglée et qu'elle était satisfaite du résultat. Jasper remit son chapeau, sortit sous le soleil de septembre et rentra chez lui. Il commençait à considérer cet endroit comme sa maison. C'était nouveau. C'était quelque chose. L'automne passa par ces étapes avec la majesté que la région des collines du Texas accordait à la saison. Le rafraîchissement de l'air, le rougissement des sumacs le long du ruisseau et le travail lent et régulier de préparation pour l'hiver. Jasper et Clara passèrent des longues journées d'octobre à faire des provisions, à effectuer des réparations, à rentrer les dernières récoltes du potager avant le premier gel et à vérifier chaque élément structurel de la maison et de la grange pour tout ce qui pourrait nécessiter une attention avant l'arrivée du froid. Ils travaillaient avec une aisance et une compréhension mutuelle qui s'étaient développées si naturellement au fil des mois que cela semblait avoir toujours été là, comme si eux deux avaient toujours été ainsi. Deux personnes travaillant un lopin de terre ensemble, au bord d'un ruisseau dans la région des collines du Texas. Un soir de fin octobre, après le premier gel, quand l'air était vif et clair et que le feu dans l'âtre de la cuisine brûlait bien. Ils étaient assis à table après le souper, la lampe entre eux. Jasper regardait Clara à travers la lumière jaune avec un sentiment en lui si plein qu'il en était presque inconfortable, de la plus merveilleuse des manières. « Je veux te demander quelque chose, dit-il. » Clara posa la lettre de sa mère du Missouri qu'elle était en train de lire et le regarda. « Je veux t'épouser, dit-il, si tu veux de moi. Je veux vivre sur cette terre avec toi, la travailler avec toi et vieillir ici avec toi. Et je le veux plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit de spécifique dans ma vie.
Mais je le répète, comme je l'ai dit pour la Terre, la décision t'appartient. Clara le regarda à travers la lampe. Elle était silencieuse, mais ce n'était pas le silence de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il pense. C'était le silence de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il pense et qui décide comment le dire. Il y a 2 ans, dit-elle, quand Edward est mort, je pensais que l'avenir n'était que travail, endurance, juste survivre. Je ne pouvais rien imaginer au-delà de ça. Au-delà de la prochaine saison, de la prochaine clôture, de la prochaine chose à faire. Et ça ne me dérangeait pas, pas vraiment. Je n'ai pas peur du travail ou d'être seul. Mais c'était plus petit que ce que j'aurais choisi. Oui, dit-il. Et puis j'ai décidé de commander une robe, dit-elle, et le coin de sa bouche bougea. Juste parce que je voulais quelque chose de beau, et un étranger a parcouru 12 miles à cause de ça, et tout a changé. Tout a changé, acquiesça-t-il. Oui, dit simplement Clara, je t'épouserai. Il tendit la main par-dessus la table et prit ses 2 mains dans les siennes. Elle le laissa les tenir, et ils restèrent ainsi à la lueur de la lampe pendant un long moment, dans la cuisine chaude de sa maison en pierre, avec le feu qui brûlait, le vent dehors, et toute la nuit sombre et claire du Texas au-dessus d'eux. Ils se marièrent à Millhaven à la fin de novembre 1874. La cérémonie fut célébrée par le prédicateur itinérant, un ministre méthodiste voyageur nommé Reverend Aldous Cole. Il passait par Millhaven toutes les 6 semaines lors de sa tournée et célébrait les baptêmes, les mariages et les funérailles avec une compétence égale et digne. Ce fut une affaire discrète, comme il sied à 2 personnes pratiques pour la plupart des choses. Elle eut lieu dans la petite salle communautaire de Millhaven avec une vingtaine de personnes présentes. Monsieur et Madame Holt du magasin, la famille Crandall de la concession voisine à 5 miles à l'ouest, quelques autres colons des environs, et Madame Pemberton. Elle était assise au premier rang, les mains croisées sur ses genoux, avec une expression de satisfaction sereine qui suggérait qu'elle considérait tout l'événement comme une conséquence directe et entièrement attendue de son propre bon jugement. Clara portait la robe bleue. Elle avait simplement dit, lorsque le sujet avait été abordé, qu'elle ne l'avait pas achetée pour une occasion particulière, et que cela semblait être une occasion qui en valait la peine. Elle apparut dans cette robe, les cheveux relevés avec quelques petites fleurs blanches tissées dedans, qu'elle avait réussi à trouver même en novembre. Et quand Jasper la vit franchir la porte de la salle communautaire, il comprit de manière pleine et définitive exactement ce que Mme Pemberton avait su en regardant cette femme 3 mois plus tôt et en décidant qu'elle valait la peine d'être décrite en détail à un étranger. Il se tenait à l'avant de la salle et regardait Clara marcher vers lui. Il pensa que toute la longue route solitaire de sa vie, tous les convois à ciel ouvert et les années de mouvements sans racines avaient mené à ce moment précis. Cette femme dans cette robe bleue marchant vers lui dans une petite salle d'une petite ville du Texas, avec la lumière de novembre entrant par les fenêtres, le révérend Cole attendant avec son livre, et tout l'avenir s'ouvrant comme la vaste campagne à l'extérieur. Il prononça ses vœux avec une fermeté et une certitude qu'il ressentait dans chaque partie de lui-même. Clara prononça les siens de sa voix claire et directe, le regardant avec ses yeux verts. Et quand le révérend Cole dit qu'ils étaient mariés, Jasper prit son visage entre ses mains et l'embrassa. La petite salle remplie de leurs voisins émit un son approbateur qu'il entendit à peine. Madame Pemberton, en quittant la salle par la suite, s'arrêta à côté de Jasper et dit seulement « Bien joué, Monsieur Thatcher ». Et elle sortit dans l'air de novembre, son manteau soigneusement boutonné et son pas léger. L'hiver fut bon pour un hiver texan, assez froid pour vous rappeler sa nature, mais pas brutal, avec assez de bois de chauffage empilé contre la maison, assez de provisions dans la cave et assez de chaleur dans la maison en pierre pour rendre les nuits confortables et les soirées longues et agréables. Ils lisaient près du feu, parlaient et jouaient aux cartes. Clara apprit à Jasper à jouer aux échecs sur un plateau qu'elle avait fabriqué elle-même à partir d'un morceau de bois plat avec les cases peintes, utilisant des pièces qu'elle avait sculptées dans de petits blocs de peuplier au cours de 2 hivers de soirées patientes. Il fut un piètre élève au début, mais un élève de plus en plus dangereux. Il parlait de la terre et de ce qu'il voulait en faire. La demande de Jasper pour la section aide progressait correctement, les exigences d'amélioration de la concession étant satisfaites par sa présence et le travail qu'il avait fourni. Au printemps, il prévoyait de construire une clôture le long de la limite et de commencer à élever plus de bétail sur la superficie combinée.
Ils discutaient des races, des prix et de l'état du marché du bœuf que Clara connaissait mieux que Jasper ne s'y attendait. Car elle avait géré seule une petite exploitation bovine pendant 2 ans et s'était instruite dans le domaine avec sa minutie caractéristique. Au printemps de 1875, Jasper fit un voyage d'achat de bétail au nord, au parc à bestiaux de San Antonio. Il y passa une semaine à assister aux ventes et revint avec 12 jeunes génies et 2 taureaux de bonne qualité qu'il avait sélectionnés avec soin. L'exploitation combinée de la concession Thatcher commença pour de bon. C'était un travail dur et satisfaisant, et ils le faisaient ensemble. À l'automne de cette année-là, le troupeau s'établissait, et les livres, tenus avec l'écriture précise de Clara dans un registre relié en cuir, montraient des chiffres qui n'étaient pas encore prospères, mais qui étaient indéniablement solvables et allaient dans la bonne direction. C'est à l'automne de 1875 que Clara lui annonça qu'elle attendait leur premier enfant. Elle le lui dit à la table du petit déjeuner avec sa franchise habituelle, le regardant par-dessus le café du matin. Il resta très immobile un moment, puis il posa sa tasse, fit le tour de la table, la prit dans ses bras et la serra d'une manière qui disait tout ce qu'il ressentait mieux que n'importe quel mot qu'il aurait pu trouver. « Comment te sens-tu » fut ce qu'il dit quand il put dire quelque chose. « Bien, dit-elle, un peu fatiguée le matin, sinon bien. »« As-tu peur » ?« Un peu, dit-elle honnêtement. C'est important. »« Ça l'est, acquiesça-t-il. Je suis là pour tout ce dont tu as besoin. » Elle lui tapota la main qui reposait sur son épaule. « Je sais, dit-elle. C'est un peu le but de tout ça. » Leur fils naquit au printemps de 1876, par un clair matin d'avril, alors que les chênes verts le long du ruisseau produisaient de nouvelles feuilles et que les fleurs sauvages poussaient dans le pâturage en épaisses touffes de couleur. La sage-femme de Millhaven, une femme compétente et imperturbable, nommée Madame Garza, qui avait mis au monde une part importante de la population du comté, présida à la naissance avec une efficacité tranquille. En milieu de matinée, Clara avait donné naissance à un garçon en bonne santé, avec une chevelure sombre et épaisse, et l'expression sérieuse et attentive de quelqu'un qui est arrivé à un endroit important et qui évalue soigneusement la situation. Ils le nommèrent Thomas, d'après le père de Clara, et Thomas Edward pour l'homme qui avait défriché cette terre en premier et dont les efforts leur avaient permis d'être là. Clara avait suggéré les 2 noms elle-même, et Jasper avait immédiatement accepté, car il semblait juste et bon de perpétuer ces choses. Jasper tint son fils pour la première fois dans l'après-midi, assis sur le bord du lit dans la pièce sombre pendant que Clara se reposait. Thomas était enveloppé dans un morceau de bon coton et faisait de petites grimaces intenses au plafond. Il resta assis là avec ce poids nouveau et extraordinaire dans ses bras et pensa à la série d'événements qui avaient produit ce moment. Une robe dans une vitrine, le nom d'une femme sur la langue d'une couturière, 12 miles de route texane sous un ciel d'été, et des années d'un amour patient, grandissant et réel. Il pensa à la robe bleue, maintenant accrochée au clou à l'intérieur de la porte de leur chambre, soigneusement conservée, portée uniquement pour les occasions les plus particulières. Il pensa à Madame Pemberton, qui allait presque certainement être insupportablement satisfaite d'elle-même en apprenant de la nouvelle, et qui avait mérité chaque parcelle de cette satisfaction. Il pensa à Clara, allongée dans la pièce voisine, qui avait fait le plus dur travail de tous et qui l'aimait avec une profondeur et une constance qui le surprenaient encore par leur propre complétude. Thomas ouvrit les yeux, sombre et sans focus, et regarda dans la direction générale du visage de son père. Jasper dit, très doucement pour ne pas réveiller Clara, « Bonjour, je suis très heureux que tu sois là. » Thomas émit un petit son compliqué et retourna à l'affaire sérieuse d'être une nouvelle personne. Les années sur la concession Thatcher s'écoulèrent au rythme et avec le but d'une vie construite délibérément et avec soin. L'exploitation bovine grandit régulièrement. La connaissance de Jasper des marchés de la piste se combinant à la gestion méthodique de Clara des livres et de la terre. En 1877, ils avaient agrandi le troupeau à 40 têtes, et en 1878, ils en géraient 60. C'était suffisant pour réaliser un vrai profit sur les marchés d'automne et pour commencer à apporter de véritables améliorations à la propriété. Ils construisirent une nouvelle grange au printemps de 1878, plus grande que l'ancienne, avec un véritable grenier et une bonne ventilation. Ils engagèrent 2 jeunes hommes de Millhaven pour aider au travail du bétail,
deux frères nommés Abel et Marcus Reyes, âgés de 17 et 19 ans. Ils se révélèrent travailleurs, fiables et dotés d'une disposition joyeuse qui rendait les longues journées de travail plus agréables. Jasper les payait équitablement et sans discuter, leur apprenait tout ce qu'ils savaient sur le bétail, ce qui était considérable, et les traitait avec le même respect direct qu'il accordait à tous ceux qui travaillaient honnêtement. Clara apprit à parcourir tout le périmètre de leur terre combinée une fois par semaine. Elle pouvait identifier un problème de clôture ou un animal malade à une distance considérable. Elle avait des opinions sur la gestion du troupeau qui étaient pointues, spécifiques et généralement justes. Elle maintenait aussi ses lectures avec une constance qui l'impressionnait, commandant des livres à un libraire de San Antonio quand il pouvait se le permettre. Les soirs d'hiver, la table était toujours couverte de livres et de papier, la lampe brûlant bas pendant qu'ils discutaient de leur lecture. Parfois, ces conversations duraient jusqu'à minuit sans qu'aucun d'eux ne remarque l'heure. Thomas devint un garçon sérieux et curieux qui posait des questions sur tout et suivait son père sur la propriété avec l'intensité d'un petit scientifique étudiant les conditions sur le terrain. Il avait les yeux verts de Clara, les cheveux sombres de Jasper et une combinaison de leurs deux tempéraments. La franchise de sa mère et la constance de son père produisirent un enfant avec qui il était à la fois très facile de raisonner et absolument impossible de le distraire d'une question qu'il avait décidé de poursuivre. Au printemps de 1879, Clara annonça à Jasper qu'elle attendait un autre enfant. Cette fois, elle était plus calme, ou peut-être plus précisément, elle avait le calme de quelqu'un qui a déjà vécu cela et connaît la forme de la chose. La grossesse fut plus facile que la première, ce qu'elle attribua au fait d'avoir moins de choses à se prouver. La naissance, gérée à nouveau par Madame Garza avec une compétence tranquille, produisit en octobre de cette année-là une fille. Une petite fille au visage rond, avec les cheveux bruns de Clara, et une paire de poumons qui annonça son arrivée avec une conviction audible de l'autre côté de la cour. Ils la nommèrent Margaret Jane. Margaret pour la mère de Jasper, qu'il n'avait pas vue depuis ses 16 ans et à laquelle il pensait encore avec un mélange d'amour et de chagrin. Jane pour Madame Pemberton, dont le prénom complet était Jane Margaret, ce qui produisit, lorsqu'ils le lui dirent, une expression sur le visage de la couturière qui fut la plus ouvertement émue que Jasper ait jamais vue. Madame Pemberton était à ce stade devenue une présence fixe et précieuse dans leur vie. Une femme qu'ils voyaient régulièrement à Millhaven et qui apparaissait de temps en temps à la concession pour les dîners du dimanche. Elle venait elle-même sur un vieux cheval bay fiable, avec l'assurance d'une femme qui parcourait la région des collines du Texas depuis 30 ans et n'avait pas besoin d'aide. Elle et Clara avaient développé une amitié que Jasper considérait comme l'une des grandes choses qu'elle avait reçues en conséquence indirecte de son instinct, cet après-midi d'été de 1874. Deux femmes aux vies très différentes qui reconnaissaient l'une en l'autre quelque chose d'essentiel, de vrai et digne d'être connu. La concession d'Archer's Fork continua de croître et de s'améliorer à la fin des années 1870 et au début de la nouvelle décennie. En 1880, la maison avait été agrandie. Jasper et deux aides engagés en ville avaient ajouté deux pièces du côté nord. Une vraie chambre pour Thomas et une deuxième pièce qui servait de bureau pour Clara, où elle gardait ses livres et ses registres et pouvait s'asseoir, penser et travailler sans les interruptions de la pièce principale. C'était la pièce qu'elle aimait le plus dans la maison, pensait Jasper. Il l'avait construite pour elle avec cette idée en tête, faisant la fenêtre grande pour que la lumière du nord entre clairement, et installant de bonnes étagères en bois sur trois murs qu'elle remplit immédiatement, avec une efficacité organisée qui était entièrement caractéristique. Thomas commença sa scolarité formelle en 1881. Il se rendait à Millhaven 4 jours par semaine pour fréquenter la petite école que la ville avait établie 2 ans auparavant, avec une enseignante importée d'Austin. L'enseignante était une jeune femme nommée Mademoiselle Eleanor Ward, qui avait 23 ans, était très instruite et légèrement alarmée par la frontière, d'une manière qu'elle essayait courageusement de surmonter. Et Thomas, qui savait déjà mieux lire que la plupart de ses camarades, parce que Clara lui enseignait à la maison depuis ses 4 ans, était l'un de ses élèves préférés. Ce que Thomas acceptait avec la modestie de quelqu'un qui trouve la réussite scolaire tout à fait normale. Margaret, qui avait 2 ans quand Thomas commença l'école, passait ses journées attachées diversement à sa mère, à son père, et à Abel et Marcus Reyes,
qu'elle avait apparemment nommé membres supplémentaires de sa famille sans les consulter, et qui avait accepté ce rôle avec une résignation bienveillante qui suggérait que cela ne les dérangeait pas entièrement. Un après-midi d'octobre 1881, alors que l'air était frais, que les pacaniers le long du ruisseau étaient lourds de noix et que le ciel était de ce bleu profond et clair qui n'apparaît qu'à l'automne au Texas, Jasper alla chercher Clara. Il la trouva dans son bureau, assise à sa table d'écriture, une lettre à la main, le visage très immobile d'une manière qui lui indiqua que quelque chose d'important s'était produit. « Mon père est mort, dit-elle avant qu'il ne puisse demander. Le mois dernier, ma mère écrit que c'était son cœur, ça a été rapide. Il alla immédiatement vers elle, s'accroupit à côté de sa chaise et prit la main qui ne tenait pas la lettre. Elle appuya sa tête contre la sienne et ils restèrent en silencieux ensemble pendant un moment. « C'était un homme bon, dit-elle finalement. Il a toujours pensé que j'étais trop têtu. » Il avait raison, dit doucement Jasper. Un petit son lui échappa, qui était presque un rire. Il avait toujours raison à mon sujet. Il voulait que je rentre à la maison après la mort d'Edward. Il pensait que le Texas était trop dur, trop loin. Regrettes-tu de ne pas l'avoir fait? Clara resta silencieuse un moment. Non, dit-elle. J'aurais perdu tout ça. Je t'aurais perdu. Elle fit une pause. Mais j'aurais aimé aller le voir plus souvent. J'aurais dû trouver l'argent et le temps. Tu peux aller voir ta mère, dit-il. Nous pouvons gérer le travail du printemps. Tu pourrais emmener les enfants et partir pendant 6 semaines. Elle voudrait voir les petits-enfants. Clara le regarda avec une expression qui était en partie de la gratitude et en partie autre chose. Quelque chose qui était de la qualité d'être aimé correctement, d'être connu et considéré par quelqu'un qui prête une attention sincère. 6 semaines, c'est long, dit-elle. Le ranch ne s'effondrera pas en 6 semaines, dit-il. Abel et Marcus sont parfaitement capables. Je serai là. Tu ne viendras pas? Je viendrai si tu le veux, mais j'ai pensé que tu voudrais peut-être du temps avec ta famille qui ne soit pas compliqué par la présentation d'un mari. Juste toi, ta mère et les enfants. Clara réfléchit à cela un long moment. Tu es un homme perspicace, dit-elle. J'ai appris de toi, dit-il. Elle se rendit dans le Missouri en avril 1882, emmenant Thomas et Margaret pour le long voyage en train qu'ils avaient pu se permettre depuis que le chemin de fer s'était rapproché de leur partie du Texas. Elle fut absente pendant 7 semaines, ce qui était un peu plus long que les 6 qu'il avait suggérés. Et chacun de ces jours lui parut long, d'une manière qui soulignait avec une grande clarté à quel point son sens de ce que signifiait chez soi s'était transformé au cours des années depuis son arrivée sur ce lopin de terre. Il géra le travail du bétail avec Abel et Marcus, garda la maison propre, nourrit les poules et les chèvres, répara 2 sections de clôture qui en avaient besoin et décrivit à Clara 3 fois. Des lettres qu'il travailla avec soin, car il était meilleur pour s'exprimer en personne que sur papier. Elle lui répondit 4 fois. Des lettres pleines de nouvelles de sa famille, de la santé de sa mère, de l'émerveillement de Thomas devant le train et de la conquête immédiate des parents du Missouri par Margaret. Et dans chaque lettre, elle écrivait aussi une phrase ou deux, calme, directe et destinée à lui seul. Il lut ces phrases plus de fois que le reste des lettres combinées. Quand elle revint en mai, arrivant à Millhaven par le train de l'après-midi, il se tenait sur le quai avec le successeur de Copperhead, un solide cheval-bai nommé Almanac, et le chariot qu'il avait attelé pour l'occasion. Quand elle descendit du wagon avec Thomas sur ses talons et Margaret dans ses bras, il traversa le quai, lui prit Margaret sans préambule et embrassa Clara au milieu du quai public de Millhaven, avec une plénitude de sentiments qui fit que Thomas se couvrit les yeux et que Margaret poussa un bruit d'approbation enthousiaste. « Tu m'as manqué, dit-il contre ses cheveux. « Je sais, dit-elle. Tu m'as terriblement manqué. »« Bien, dit-il, rentre à la maison. » Ils retournèrent à la concession dans la soirée printanière, les enfants endormis à l'arrière du chariot, la dernière lumière dorant l'herbe et le ruisseau scintillant à travers les arbres. Et quand la maison apparut, Clara émit un petit son qui n'était pas tout à fait un mot, mais dont la signification était entièrement claire. « C'est à moi, j'aime cet endroit, et je suis heureuse d'être de retour. » Jasper tendit la main et prit la sienne sur le siège du chariot, et elle le laissa la tenir tout le long du chemin jusqu'à la maison. Les années continuèrent de passer, et avec chaque année,
La concession Thatcher devenait davantage ce que Jasper avait imaginé lors de ses premières conversations, quand ils s'asseyaient sur le porche dans l'obscurité de l'été et parlaient de ce que la Terre pourrait être. En 1883, ils géraient près de 100 têtes sur la superficie combinée, ce qui était une exploitation respectable selon toute mesure raisonnable. Et le registre que Clara tenait était solidement et de manière satisfaisante dans le positif. Ils n'étaient pas riches au sens grandiose du terme, mais ils étaient stables, solvables et en progression, ce qui, dans la région des collines du Texas dans les années 1880, était un accomplissement considérable. Thomas, à 8 ans, était à la fois un élève assidu et une présence de plus en plus utile au ranch, avec une aptitude naturelle pour comprendre les animaux qui allait au-delà de ce qu'on lui avait explicitement enseigné. Il avait un don particulier avec les chevaux, une manière calme et patiente avec eux à laquelle les animaux semblaient en répondre. Jasper pensait parfois qu'au moment où Thomas serait un homme, il en saurait plus sur les chevaux que lui-même, ce qui était à la fois un peu humiliant et profondément plaisant. Margaret, à 4 ans, était un tout autre type de personne. Là où Thomas était sérieux et méthodique, Margaret était joyeuse, impulsive et en mouvement perpétuel. Elle se lançait dans le monde avec une détermination enthousiaste qui épuisait tout le monde autour d'elle et ne semblait lui coûter aucune énergie. Elle avait, disait parfois Clara, l'entêtement de Jasper combiné à son propre esprit d'indépendance, ce qui était soit une merveille de l'hérédité, soit de l'idée que Dieu se faisait d'une blague. En novembre 1883, par un après-midi frais et clair, alors que les oies migraines vers le sud au-dessus de la propriété en longues formations qui faisaient un bruit semblable au tournoiement du ciel lui-même, Clara vint trouver Jasper dans la grange où il travaillait sur une bride qui avait besoin d'être réparée depuis un mois. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle. » Il leva les yeux de la bride, lut son visage et sentit quelque chose de chaud et de certain naître au centre de sa poitrine. « Nous attendons un autre enfant, dit-elle. Et elle souriait de la manière qu'elle avait quand elle essayait de ne pas montrer à quel point elle était heureuse, ce qui avait pour effet de rendre parfaitement clair à quel point elle l'était. Il posa la bride, traversa la grange, prit ses mains et resta à la regarder dans la pénombre de la grange, avec le son des oies passant au-dessus, et il dit « C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue de toute la semaine. »« Tu es facile à satisfaire, dit-elle. »« Oui, acquiesça-t-il. Je le suis, surtout en ce qui te concerne. » Elle secoua la tête en le regardant, de la manière qu'elle avait quand elle était amusée et n'allait pas l'admettre. Il l'embrassa là, dans la grange, sous le regard bienveillant des chevaux. Elle rit contre sa bouche, et le son de ce rire le traversa comme la lumière à travers l'or. Leur troisième enfant, un deuxième fils, naquit en juillet 1884, au plus fort d'un été texan. Ils le nommèrent William. William Joseph Thatcher, le Joseph pour un oncle de Jasper, qui avait été ce qu'il avait eu de plus proche d'une figure paternelle dans sa jeunesse. Un homme qui avait travaillé le bétail toute sa vie et avait enseigné à Jasper les compétences et l'éthique essentielles du métier avant de mourir d'une mauvaise chute de cheval en 1869. William arriva au monde avec une énergie et un volume qui l'établiraient immédiatement comme une personnalité distincte. Il fut à la hauteur de cette première impression, en étant, comme Clara l'observa quand il avait environ 6 mois, le genre de personne qui nécessite une surveillance constante. Il était à la fois le plus exigeant et le plus charmant de leurs enfants, avec une combinaison de détermination absolue et un rire qui pouvait dissoudre toute quantité raisonnable de frustration parentale. Le foyer se réorganisa autour de lui avec l'efficacité adaptative d'une famille expérimentée. Au milieu des années 1880, Millhaven elle-même avait considérablement grandi. L'expansion du chemin de fer à travers le centre du Texas avait amené de nouveaux colons et un nouveau commerce. La petite ville, qui n'était qu'un éparpillement de bâtiments, le long d'une seule route principale, commençait à développer les bases de quelque chose de plus substantiel. Il y avait maintenant un véritable hôtel, un deuxième saloon, une banque et un cabinet médical tenu par un médecin de San Antonio qui passait 2 fois par mois et que la communauté essayait de persuader de s'installer de façon permanente. L'école s'était agrandie pour accueillir plus d'élèves, et Mademoiselle Helena Ward, qui avait depuis longtemps surmonté son alarme initiale face à la vie de pionnier, était maintenant Madame Helena Brewster, épouse du forgeron local, et enseignait toujours avec ce qui semblait être un véritable enthousiasme. La boutique de Madame Pemberton était devenue l'un des commerces forts de la ville,
avec une réputation qui s'étendait bien au-delà de Millhaven, jusqu'aux communautés environnantes. Elle avait formé une jeune apprentie, une fille rapide et talentueuse d'une colonie voisine, et la boutique produisait maintenant 2 fois plus de travail que lorsqu'elle travaillait seule. Elle restait Madame Pemberton. Elle était devenue veuve jeune, avant même que Jasper n'arrive à Millhaven, et elle avait gardé le nom mais n'avait pas cherché à remplacer cet arrangement, ayant des opinions sur l'indépendance qu'elle tenait tranquillement, mais fermement. Et elle restait l'un des points fixes de la vie de la famille Thatcher dans la communauté. Un matin du printemps de 1886, Jasper se rendit à Millhaven pour organiser l'enregistrement de la récolte de veaux du printemps et s'arrêta voir Madame Pemberton, comme il le faisait habituellement lorsqu'il était en ville. Il la trouva à sa table de coupe. Elle leva les yeux vers lui par-dessus ses lunettes avec l'expression qui était sa version de la chaleur, qui était calme, sincère et entièrement sans performance. « Vous avez l'air en forme, dit-elle. »« Je suis en forme, dit-il. » Il s'installa dans la chaise qu'elle avait sur le côté de la boutique pour les clients qui venaient de consulter pour des commandes. Il regarda autour de lui les rouleaux de tissu, les gravures de mode et le mannequin de couturière dans le coin, et il pensa à la première fois où il s'était tenu dans cette embrasure de porte, son chapeau à la main, poussiéreux de la piste, posant des questions qu'il ne pouvait pas entièrement expliquer. « Je ne vous ai jamais vraiment remercié, dit-il, pour ce que vous m'avez dit ce jour-là sur Clara. » Madame Pemberton leva les yeux de sa coupe et lui lança un regard qui se situait entre le dédain et le plaisir. « J'ai parlé d'une cliente à un étranger, dit-elle. C'est tout. Vous avez parlé au bon étranger de la bonne cliente, dit-il, et vous l'avez dit exactement de la bonne manière. Vous m'avez dit qui elle était, pas seulement à quoi elle ressemblait. Vous avez décrit son caractère. C'est ce qui m'a fait aller là-bas. »« Je sais, dit simplement Madame Pemberton, avec le calme d'une femme qui n'est pas surprise d'avoir cette confirmation. C'est pour ça que je l'ai dit de cette façon. » Jasper la regarda un moment. « Vous saviez ce que vous faisiez. Je pensais que c'était possible, dit-elle. Elle avait besoin de quelqu'un qui viendrait pour les bonnes raisons. J'ai pensé que vous étiez peut-être quelqu'un qui comprendrait la différence. J'y serais allé de toute façon, dit-il, mais j'y serais allé comme un homme poursuivant un joli visage et une description. Vous m'avez fait y aller comme un homme poursuivant une personne. C'est différent. » Madame Pemberton posa son outil de coupe et le regarda directement. « Est-elle heureuse? » demanda-t-elle. « Oui, dit-il, très. Et moi aussi plus que je ne le croyais possible, franchement. » Madame Pemberton hocha la tête une fois et reprit son outil de coupe. « Alors nous sommes tous les deux satisfaits du résultat, dit-elle et retourna à son travail. Jasper rentra chez lui sous le soleil printanier, le long de la route qu'il avait maintenant parcourue des centaines de fois. Il passa Archer's Fork, franchit la barrière et remonta le chemin jusqu'à la maison. Il pouvait voir de loin que Clara était dans le potager avec Margaret, qui courait entre les rangées avec son tablier plein de quelque chose qu'elle avait ramassé. William, qui avait presque 2 ans, essayait de suivre Margaret avec ses jambes plus courtes et son énorme détermination. Et quelque part dans la grange, Thomas était probablement en train de faire quelque chose de soigneux et de concentré avec l'un des chevaux. Il arrêta Almanach à la barrière et s'assit un moment à regarder tout cela. La maison en pierre, la bonne grange, les champs avec le bétail se déplaçant au loin, le moulin à vent tournant dans la brise printanière, le potager et les 2 petites silhouettes qui s'y trouvaient, et le ruisseau scintillant à travers les arbres au-delà. Clara leva les yeux du jardin et le vit à la barrière. Même à cette distance, il pouvait voir la qualité de son attention, cette concentration directe et claire qui avait été l'une des premières choses que Madame Pemberton lui avait décrites et que 12 ans de vie avec elle n'avaient pas rendu moins remarquable. Elle leva une main en guise de salut, un geste simple et non sentimental, celui de quelqu'un qui est heureux de vous voir sans avoir besoin de jouer la comédie du bonheur. Il leva la main en retour, ouvrit la barrière et entra. Les années qui suivirent apportèrent leur propre saison et leurs propres changements, comme les années le font toujours. Abel Reyes épousa une femme d'une colonie à 30 miles à l'est et établit sa propre petite exploitation, bien qu'il consultât encore Jasper pour les questions de bétail, et le lien entre leurs familles resta solide et sincère. Marcus Reyes resta comme employé à plein temps et devint si essentiel à l'exploitation que Jasper lui offrit finalement une part dans l'avenir du ranch,
Un arrangement que Marcus accepta avec une dignité tranquille qui rendit Jasper heureux de l'avoir fait. Thomas, au début de son adolescence, était déjà indispensable au travail du bétail. Son don pour les chevaux se développait exactement comme Jasper l'avait soupçonné. De plus, il se révélait doué pour les affaires, assistant aux conversations entre son père et les acheteurs de bétail au marché avec une attention qui ne manquait rien. C'était un jeune homme bien, sérieux, stable et honnête, et le voir grandir était l'un des plaisirs constants de la vie de Jasper. Margaret grandit avec l'indépendance déterminée de quelqu'un qui avait observé deux parents totalement autonomes depuis sa naissance et considérait cela comme l'ordre naturel des choses. Elle était brillante, têtue et drôle, et elle lisait avec voracité, héritant à la fois de la collection de livres de sa mère et de son habitude de veiller tard avec une lampe et une page. À l'âge de 12 ans, elle avait des opinions sur la gestion du bétail, les modèles météorologiques et les romans de Charles Dickens, qu'elle exprimait avec une conviction qui obligeait les adultes à prêter attention, qu'ils le veuillent ou non. William grandit pour devenir exactement ce que sa personnalité précoce avait promis, plein d'énergie et de rire. La personne qui pouvait trouver quelque chose d'amusant dans n'importe quelle situation et qui parvenait à faire passer le travail dur pour une aventure. C'était une qualité qui le rendait inestimable dans un ranch de bétail où le travail dur était la constante et l'aventure souvent imaginaire. Au printemps de 1889, alors que Thomas avait 13 ans et était bien engagé dans le travail sérieux de devenir l'homme qu'il allait être, que Margaret avait 9 ans et William 4, Clara vint trouver Jasper dans son bureau. C'était la pièce à côté de la sienne qu'il avait aménagée avec un petit bureau pour les registres et les comptes du bétail, un soir calme après que les enfants furent couchés. Elle s'assit en face de lui, les mains croisées sur la table, et le regarda avec la franchise constante qu'il avait appris à comprendre comme sa manière d'aborder toute chose importante. 15 ans, dit-elle. Il posa sa plume. Depuis ce printemps, oui. 15 ans depuis qu'un étranger s'est approché de ma barrière et a crié « Ohé, la maison !» dit-elle. « Et tu es sorti avec un fusil de chasse, dit-il. Tu étais un étranger, dit-elle. J'étais censé. Tu étais cessé, acquiesça-t-il. Tu étais aussi terrifiante. Le coin de sa bouche bougea. Tu n'avais pas l'air terrifié. Je l'étais, dit-il. J'étais absolument certain que tu allais me chasser et j'essayais de décider si je devais argumenter ou accepter le résultat avec dignité. Clara éclata de ce rire franc et ouvert qu'elle réservait aux choses qui la ravissaient vraiment, celui qui le surprenait encore à chaque fois par sa chaleur. Qu'est-ce qui te faisait penser qu'argumenter aurait aidé? Rien, dit-il. J'allais accepter le résultat avec dignité. Elle secoua la tête en le regardant, souriante. Il la regarda de l'autre côté du bureau, à la lueur de la lampe, et pensa, non pour la première fois et certainement pas pour la dernière, que la somme de 15 ans de vie quotidienne avec Clara Sawyer Thatcher était une chose d'une telle richesse, d'une telle texture et d'une telle profondeur qu'il ne pouvait commencer à en rendre compte ou à la contenir sous une forme qui lui rendrait justice. C'était dans la façon dont ils avaient appris les humeurs et les besoins de l'autre sans avoir à demander. C'était dans la façon dont ils étaient en désaccord, le résolvaient et en sortaient plus fort. C'était dans la façon dont elle pouvait dire quelque chose d'un regard qui aurait pris 3 phrases à quelqu'un d'autre, et la façon dont il avait appris à dire à voix haute les choses qu'elle avait le plus besoin d'entendre. Même quand elle ne les demandait pas, c'était dans les 3 enfants dormant dans les chambres au bout du couloir, et dans la terre à l'extérieur de la fenêtre qu'ils avaient bâti ensemble à partir d'une concession, d'un rêve et de beaucoup de travail difficile. C'était dans 15 hivers du même feu, 15 printemps de la même plantation, 15 étés des mêmes longues journées et 15 automnes de la même récolte. Et dans toutes ces saisons, apprendre chaque année que l'amour, à son meilleur, n'était pas une chose fixe, mais une chose vivante, grandissant, changeant et s'approfondissant de manière qui vous surprenait même lorsque vous y prêtiez une attention particulière. « À quoi penses-tu? » demanda Clara. « À toi, dit-il, à tout ça, à toi et à tout. » Elle resta silencieuse un moment, puis elle dit, « J'ai commandé une robe. »« Tu as commandé une robe, acquiesça-t-il, et tout a changé, tout a changé. » Elle se leva de sa chaise, fit le tour du bureau, et il se tourna pour lui faire face. Elle posa ses mains sur son visage comme elle l'avait fait sur le porche ce premier soir, avec ce geste qui était à la fois question et réponse,
et il couvrit ses mains des siennes. « Merci, dit-elle, d'avoir suivi ton instinct. Merci, dit-il, de ne pas m'avoir renvoyé à la barrière. » Elle appuya son front contre le sien et ferma les yeux. La maison était silencieuse autour d'eux, la nuit était claire et pleine d'étoiles à l'extérieur de la fenêtre, le moulin à vent tournait dans la brise du soir au-dessus d'Archer's Fork, et tout était entièrement, complètement et sans aucun doute exactement comme il se devait. À l'été de 1890, Madame Pemberton prit sa retraite de sa boutique de couture à Millhaven. Elle avait 70 ans à cette époque, et ses mains avaient commencé à la faire souffrir, comme le font les mains après une vie de travail précis et exigeant. Elle transmit la boutique à son apprenti, qui était avec elle depuis 8 ans et était plus que prête à prendre la relève. La retraite fut marquée par un petit rassemblement à la salle communautaire. Millhaven avait pris l'habitude de marquer de telles occasions à mesure que la ville grandissait. Jasper et Clara vinrent de la concession avec leurs 3 enfants, s'assirent près de l'avant et écoutèrent les différentes personnes de la ville parler de ce que le travail et la présence de Mme Pemberton avaient signifié pour la communauté. Lorsque la partie formelle de la soirée fut terminée et que les gens se tenaient debout avec des tasses de punch et des assiettes de gâteaux apportées pour l'occasion, Jasper se retrouva à côté de Mme Pemberton, près de la fenêtre, comme il s'était tenu à côté d'elle dans sa boutique tant de fois au fil des ans. « Êtes-vous en paix avec ça? » demanda-t-il. « La retraite? »« Entièrement, dit-elle avec son calme caractéristique. J'ai fait ce que je m'étais fixé de faire. La boutique est entre de bonnes mains et le travail continuera. Mes propres mains ont besoin de repos. Que ferez-vous de vous-même? » Elle lui lança un regard légèrement amusé. « Je m'attends à trouver des choses à faire. Je ne suis pas une personne qui a du mal à occuper son temps, Monsieur Thatcher. »« Non, acquiesça-t-il. Vous ne l'êtes pas. » Clara apparut alors à son coude, apportant 2 tasses de punch. Elle entendit une à Mme Pemberton, garda l'autre pour elle et se tint entre eux deux avec l'aisance de quelqu'un qui est entièrement à l'aise là où elle est. « Nous devrions lui dire, » dit Clara à Jasper. Mme Pemberton regarda entre eux. « Me dire quoi? » Clara et Jasper échangèrent un regard qui contenait beaucoup d'informations privées, comme le font les regards des gens qui vivent ensemble depuis 15 ans. « Nous attendons un autre enfant, » dit Clara. « Au printemps. » Mme Pemberton resta silencieuse un moment, puis elle regarda Clara et dit très doucement, « Êtes-vous en bonne santé? »« Parfaitement bien, » dit Clara. « J'ai 40 ans et j'ai l'intention d'être raisonnable à ce sujet, mais je suis parfaitement bien. » Mme Pemberton hocha lentement la tête, puis elle regarda Jasper, puis de nouveau Clara. Elle posa sa tasse sur le rebord de la fenêtre et prit doucement les 2 mains de Clara dans les siennes. « Bien, dit-elle, c'est bien. » Le 4e enfant, une fille qu'ils nommèrent Jane d'après Mme Pemberton, arriva en avril 1891, en bonne santé et rondelette. Elle possédait les yeux verts de sa mère, les cheveux sombres de son père, et une manière qui combinait la gravité de Thomas avec l'esprit de Margaret d'une façon que personne n'avait prédite, mais qui semblait rétrospectivement entièrement inévitable. Mme Pemberton fut la première visiteuse extérieure à la famille, arrivant 3 jours après la naissance avec un petit paquet de choses. Elle avait fait une courte pointe et une robe. La robe, d'un vert pâle, était magnifique et clairement choisie avec la même précision qu'elle avait apportée à chaque vêtement qu'elle avait jamais confectionné. Clara tint la robe en l'air, la regarda, puis regarda Mme Pemberton et dit « C'est la bonne couleur. »« C'est exact, » dit simplement Mme Pemberton, avec sa tranquille certitude professionnelle. Elle lui ira très bien. Les années qui suivirent la naissance de Jane furent pleines, comme l'est une vie vécue avec un but, de l'amour, le travail continu d'une famille grandissante et une exploitation bovine sérieuse. Thomas, en traversant son adolescence et en devenant un jeune homme, devint de plus en plus central dans le fonctionnement du ranch, avec une compétence et une constance qui montraient clairement qu'il ne suivait pas simplement le chemin de son père, mais qu'il trouvait sa propre version de celui-ci. Il apportait ses dons particuliers de manière à ce que Jasper n'avait pas anticipé et qu'il admirait grandement. En 1895, Thomas, à 19 ans, gérait efficacement la gestion quotidienne du bétail aux côtés de Marcus Reyes. Il avait également développé l'activité de dressage de chevaux, qui avait commencé comme une activité secondaire, en quelque chose qui rapportait des revenus importants. Il avait un don, il savait comment l'utiliser, et le voir travailler était un plaisir dont Jasper ne se lassait jamais.
Margaret, à 15 ans, était l'étudiante que sa mère avait été. Vorace, précise et intéressée par tout. Elle avait un don particulier pour les mathématiques qui avait conduit l'enseignant actuel de Millhaven à écrire au Thatcher pour suggérer qu'elle devrait recevoir une éducation plus avancée que ce que l'école locale pouvait fournir. Clara et Jasper eurent de sérieuses conversations à ce sujet sur les options, les coûts et ce que Margaret elle-même voulait. Ils le lui demandèrent directement, comme ils avaient toujours demandé à leurs enfants ce qu'ils voulaient, car ils croyaient que c'était à la fois respectueux et pratique. Margaret dit qu'elle voulait aller à l'école à Austin. Elle le dit directement, à la manière de sa mère, les regardant tous les deux avec le calme clair de quelqu'un qui a réfléchi attentivement à quelque chose, est parvenu à une conclusion et la présente pour discussion, plutôt que de demander la permission. Ils s'arrangèrent. C'était une dépense et un ajustement important. Margaret prit le train pour Austin à l'automne de 1895 pour y fréquenter l'école. Elle écrivait à la maison chaque semaine des lettres pleines d'informations, d'opinions et d'observations sèches occasionnelles qui faisaient rire Clara aux éclats en les lisant à la table de la cuisine. William, à 11 ans, était devenu la personne dont le ranch n'aurait pas pu se passer, de manière difficile à énumérer, mais entièrement réelle. C'était la personne qui remarquait quand un animal n'allait pas bien, qui se souvenait quelle barrière de clôture avait été raide la semaine dernière, qui pouvait trouver un outil manquant ou un veau égaré avec un sens intuitif de la terre qui venait d'une décennie passée à parcourir chaque centimètre carré. Il était aussi, à cet âge, pleinement conscient de son propre charme et l'utilisait avec une efficacité considérable, ce que ses parents observaient avec des sentiments mitigés. Et Jane avait 4 ans et faisait déjà tout ce qu'elle pouvait pour suivre les 3 aînés, avec une persévérance et une énergie qui rappelaient très spécifiquement à Jasper Clara sur la concession dans les 2 années avant son arrivée, travaillant la terre seule et refusant d'abandonner. Cette qualité était dans les os des femmes Sawyer, elle s'exprimait, et c'était l'une des choses qu'il aimait le plus dans sa famille. Le soir de leur 20e anniversaire de mariage, et en novembre 1894, Jasper se rendit à Millhaven dans l'après-midi. Il revint avec un paquet enveloppé de papier brun et de ficelle qu'il posa sur la table de la cuisine en entrant, puis alla se laver de la poussière de la piste avant le souper. Clara, qui préparait elle-même le souper d'anniversaire, un poulet rôti, ce qui était un luxe considérable, mais qu'elle planifiait depuis 2 jours avec un enthousiasme méthodique qui rendait les enfants extrêmement curieux, remarqua le paquet. Mais elle ne l'ouvrit qu'après qu'ils eurent mangé, que les enfants furent couchés, que la cuisine fut propre et que le feu brûlait bien. Jasper s'assit en face d'elle à table et la regarda l'ouvrir. À l'intérieur du papier brun se trouvait un morceau de tissu d'un bleu profond, riche et saturé, d'une teinte presque identique à celle de la robe qu'elle avait commandée 20 ans plus tôt, mais plus neuf et de meilleure qualité, le meilleur que l'on pouvait obtenir en 1894 dans la boutique qui avait été celle de Madame Pemberton et était maintenant celle de son apprenti. Clara le regarda longuement sans parler, la main posée à plat sur la surface du tissu. « La femme de la boutique se souvenait de tes mesures, » dit Jasper. « Elle a les registres de Madame Pemberton. Elle a dit qu'elle pourrait la faire pour le printemps, si tu voulais. » Clara leva les yeux vers lui et ses yeux brillaient de quelque chose qui n'était pas tout à fait des larmes, mais qui allait dans cette direction. « Du bleu encore, dit-elle. Du bleu encore, parce que c'était le bon la première fois. » Elle fit le tour de la table, s'assit à côté de lui et appuya sa tête contre son épaule. Il passa son bras autour d'elle, et ils restèrent assis ensemble à la table de leur cuisine, dans la maison en pierre qu'ils avaient construite et reconstruite pendant 20 ans. Le feu brûlait, les enfants dormaient au bout du couloir. La nuit de novembre dehors était pleine d'étoiles froides et claires. Clara posa sa main sur la sienne et dit « Je suis si contente que Madame Pemberton ait eu les yeux en face des trous. »« Moi aussi, dit-il, chaque jour. » Elle tourna son visage vers lui et il l'embrassa à la lueur du feu, lentement, avec certitude, avec 20 ans d'amour dedans et la connaissance pleine et claire qu'il y en aurait 20 de plus et 20 après cela, autant que la terre et le temps leur en donneraient. La nouvelle robe bleue fut terminée en mars 1895. Elle fut livrée à la concession par l'apprenti de la couturière elle-même, une jeune femme nommée Rosa, qui effectuait sa première livraison à la concession Thatcher, mais avait suffisamment entendu parler de ses origines par Madame Pemberton
pour sentir qu'elle comprenait quelque chose de ce qu'elle livrait. Clara l'essaya dans la chambre et sortit dans la cuisine où Jasper était assis avec Jane sur ses genoux, lui lisant à voix haute un livre d'images. Il leva les yeux du livre et s'arrêta de lire. Jane, qui avait presque 5 ans et était extrêmement observatrice, regarda sa mère dans la robe bleue et dit, avec l'autorité claire de quelqu'un faisant une déclaration officielle, « Tu es belle, maman. » « Merci, Jane, » dit Clara. Jane regarda son père. « N'est-ce pas? » Jasper regarda Clara de l'autre côté de la cuisine, dans la lumière du matin printanier, dans la deuxième robe bleue, 20 ans, 4 enfants et toute une vie après la première. Il pensa à un après-midi d'été, à une robe dans une vitrine, aux mots prudents et délibérés d'une couturière, à une chevauchée de 12 miles sur une intuition et à la barrière qu'il avait fermée derrière lui en entrant et qu'il n'avait jamais vraiment quittée. « Elle l'est, dit-il. Elle l'est absolument. » Clara secoua légèrement la tête en le regardant, comme elle le faisait toujours quand elle était heureuse et n'allait pas admettre toute l'étendue de son plaisir. La lumière du matin s'étendait sur le sol de la cuisine en longues barres dorées. Dehors, le printemps texan arrivait par vagues de couleurs à travers le pâturage, le moulin à vent tournait au-dessus d'Archer's Fork et le bétail se déplaçait au loin. Et Jasper Thatcher était assis dans la maison qui était son foyer, avec sa plus jeune fille sur ses genoux et sa femme dans une robe bleue, avec la connaissance complète et permanente qu'il avait suivi un instinct impulsif 20 ans plus tôt et avait atterri, avec une précision parfaite et imméritée, exactement là où il avait toujours été censé être. Il passerait le reste de ses jours dans cet endroit, sur cette terre avec cette femme, et ce serait suffisant. Ce serait, en fait, exactement plus que suffisant. Ce serait tout. Les saisons continuèrent de tourner sur la concession Thatcher et Archer's Fork, avec le rythme calme et fiable de la région des collines du Texas. Jasper et Clara Thatcher vieillirent ensemble de la manière dont les gens qui se sont bien aimés ont le privilège de le faire, avec une profondeur et une aisance croissantes. Chaque année ajoutait des couches de compréhension et d'histoires partagées qui rendaient l'année suivante plus riche que la précédente. Le ranch prospéra, les enfants grandirent, et la robe bleue, les deux, restèrent soigneusement accrochés à leurs clous respectifs et sortirent pour les occasions qui le méritaient. Et Madame Pemberton, retraitée et contente dans sa petite maison de Millhaven, vécut assez longtemps pour voir les petits-enfants Thatcher. Car Thomas épousa une femme d'une colonie voisine en 1898, et son premier enfant, un garçon nommé Henry, arriva durant l'hiver de 1889, robuste, bruyant et manifestement destiné à être une personne de grand caractère. Clara tint le fils de Thomas le jour de sa naissance, dans la pièce où Thomas lui-même était né 23 ans plus tôt. Elle regarda le petit visage avec l'expression particulière d'une femme qui a mérité chaque ride et chaque année que la vie lui a donné et qui considère la continuation de la lignée familiale avec une satisfaction qui va plus loin que les mots ne peuvent confortablement l'atteindre. Elle tendit Henry Thatcher à Jasper, et Jasper tint son petit-fils comme il avait tenu chacun de ses propres enfants, avec un soin et une constance qui venaient de la certitude que ce que vous tenez est tout ce qui compte. Il regarda Clara de l'autre côté de la pièce, avec le regard qu'ils échangeaient à travers les pièces depuis 25 ans, et elle lui rendit son regard. Tout ce qui devait être dit fut dit dans cet échange, sans qu'un mot ne soit prononcé. C'était le dernier jour de 1899. Dehors, la région des collines du Texas s'endormait sous un ciel d'hiver clair, froid et plein d'étoiles. Le 20e siècle arrivait dans un jour. Le moulin à vent tournait lentement dans le vent nocturne au-dessus du ruisseau. Quelque part dans la maison, un bébé pleurait, un père faisait les 100 pas, une grand-mère préparait du café avec l'efficacité de quelqu'un qui a déjà fait cela, et un grand-père se tenait à la fenêtre, regardant la terre sombre et familière, sa main posée sur le verre froid, son cœur si plein qu'il n'y avait plus de place pour rien d'autre. Il avait parcouru 12 miles sur une intuition. Il s'était tenu à la barrière d'une veuve dans la chaleur de l'été de 1874, son chapeau à la main et le cœur battant. Il avait réparé ses clôtures, mangé à sa table, regardé les lucioles s'élever au-dessus d'Archer's Fork, tenu ses mains à travers une cuisine éclairée par une lampe, et prononcé ses vœux dans une petite salle de Millhaven, avec Madame Pemberton au premier rang, portant l'expression d'une femme entièrement satisfaite des conséquences de sa propre perspicacité.
Il avait aimé Clara Sawyer pendant 25 ans, à travers 4 enfants, une douzaine de saisons difficiles et une douzaine de bonnes, à travers le deuil et la joie, et le lent et constant travail de construction d'une vie menée délibérément et avec soin. Et elle l'avait aimé en retour de la manière claire, directe et inébranlable qui était entièrement la sienne, sans performance ni prétention, avec tout son être donné à la chose, comme elle se donnait à tout ce qu'elle choisissait, complètement et sans réserve. C'était suffisant. C'était tout. C'était précisément et parfaitement la vie qu'un homme, autrefois seul, au-delà de toute description, ne s'était jamais tout à fait permis d'imaginer, jusqu'à ce qu'une robe bleue dans la vitrine d'une couturière l'arrête sur son chemin et change la direction de toute son existence. Il se détourna de la fenêtre et alla trouver sa femme. Elle était dans la cuisine, comme il l'avait su, versant du café et se déplaçant avec l'efficacité tranquille qui fut l'une des premières choses qu'il avait remarquées chez elle, et l'une des choses qu'il n'avait jamais cessé d'admirer. Elle lui tendit une tasse sans lui demander s'il en voulait, car elle savait toujours. Il se tint à côté d'elle au comptoir de la cuisine de la maison qu'ils avaient construite ensemble. Il passa son bras autour de ses épaules, et elle se pencha contre lui. Ils restèrent ainsi dans la cuisine chaude, la dernière nuit du siècle, entourés par les brutes de leur famille, avec tout ce qui était bon, réel et pleinement présent, installés autour d'eux comme les murs de la maison elle-même, solides, debout et faits pour durer.